Bonjour Manon Aubry, vous êtes députée européenne de la France Insoumise. Bonjour. Emmanuel Macron a-t-il, en juin 2022, il y a 2 ans, donc gagné les élections législatives? Oui, c'est une évidence. Vous le dites. À présent, alors, je vous cite Jean-Luc Mélenchon, il parlait de déroute du parti présidentiel qui était totale. Vous dites ce matin, oui, c'est une évidence, tout simplement, peut-être parce que les circonstances ont changé et que cela vous arrange. Je vous l'explique. La déroute, c'était par rapport aux résultats qu'il avait fait en 2017. Si vous regardez le nombre de députés des macronistes, il n'a cessé de baisser de 2017 à 2022, puis de 2022 à 2024. Donc, j'ai envie de dire que cette déroute est allée à son paroxysme après ces élections législatives et qu'on a un président de la République aujourd'hui qui, 50 jours plus tard, refuse toujours d'accepter sa défaite. Je me mets à la place des gens qui, j'espère, parce que c'est pas le cas de tout le monde, sont partis en vacances au début de l'été, ou au moins les enfants qui sont partis en vacances le 9 juillet dernier après les élections législatives. Ils reviennent à la fin de l'été, il n'y a toujours pas de Premier ministre, il y a un gouvernement démissionnaire qui gère beaucoup plus que les affaires courantes, et à la fin des fins, on revient dans le monde d'avant en consultant les anciens présidents de la République, on nous propose même Bernard Cazeneuve. Moi, j'ai l'impression d'un immense retour dans le passé, un peu comme, une faille spatio-temporelle dans laquelle on est, et c'est un peu singulier à cette Comment rentrée. vous qualifiez justement cette attitude du chef de l'État qui pourrait, on pourrait le dire ainsi, procrastine peut-être? C'est plus que de la procrastination. Je pense que c'est un coup de force contre la démocratie. Un coup de force démocratique. Vous avez lu la Constitution? Oui, un coup de force. Oui, le président de la République doit nommer, pas choisir. Et donc, il doit tenir compte des élections législatives. Ces élections législatives ont donné au nouveau Front populaire le plus grand groupe politique, certes avec une majorité relative, mais le plus grand groupe politique. Et j'ai le sentiment qu'on a un président de la République qui veut être président de la République, mais qui veut être aussi Premier ministre, qui veut être président de l'Assemblée nationale, qui veut être aussi chef de l'opposition. Au final, il veut une cohabitation avec lui-même. Mais pardon, en fait, dans une démocratie, ce sont les urnes qui parlent. Les urnes ont parlé. Elles ne veulent plus des macronistes, de sa politique de malheur, de sa politique de misère sociale. Et donc maintenant, politique de malheur? Oui, c'est une politique de malheur. Je pense que sa politique a créé du malheur dans notre pays, a augmenté les inégalités sociales, a créé du désespoir pour tout un tas de gens, a fait un recul en matière de lutte contre le changement climatique, a poussé des millions de gens à travailler 2 ans de plus à cause de la réforme des retraites. Donc, toutes ces choses-là, on va en parler. Il est temps d'en tourner la page. Ce matin, je le dis de manière encore plus ferme, parce que sans doute, parmi les gens qui nous écoutent, j'imagine qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec notre projet politique. Ils ont bien le droit, c'est la démocratie. Et ils ont voté d'ailleurs. Ils ne vous ont pas donné une majorité. Et d'ailleurs, c'est peut-être tout le problème. Non, mais pour aller au bout de ce que je disais, j'imagine, ils ont le droit de ne pas être d'accord avec la France Insoumise, avec le nouveau Front populaire, quoique la hausse du SMIC et l'abrogation de la réforme des retraites sont des mesures populaires. Mais à ces gens-là... Est-ce que vous êtes prêt à amender votre programme? Vous n'avez pas de majorité absolue. Et c'est vrai que lorsque l'on écoute les membres du nouveau Front populaire, on a l'impression que c'est tout le programme du nouveau Front populaire et uniquement le programme du nouveau Front populaire. Florian Tardif, ce qu'on est en train de défendre, c'est ni plus ni moins que la démocratie. C'est pour ça que j'en appelle, y compris à toutes celles et tous ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Si demain la droite gagnait les élections, est-ce que vous trouveriez ça normal que la gauche vienne dire « Attendez, non, ce n'est pas à vous de gouverner ». Bien sûr que c'est à la gauche, au nouveau Front populaire. Mais vous n'avez pas eu un blanc-seing de la part des électeurs. Vous avez raison, nous n'avons pas de majorité absolue. C'était le cas des macronistes aussi qui n'avaient pas de majorité absolue. Donc est-ce que vous pouvez répondre à la question? Est-ce que vous êtes prêt ce matin à dire à vos collègues il faut peut-être amender notre programme tout simplement pour tenter de créer une majorité? C'est ce que vous souhaitez, j'ai l'impression. Il faut faire la distinction entre le gouvernement, d'un côté, qui est l'exécutif, qui doit être composé à partir du nouveau Front populaire qui a gagné les élections, et ensuite le travail parlementaire. Et bien entendu, nous serons respectueux du travail parlementaire. Et donc, texte par texte, nous irons construire des majorités. Dit autrement, c'en est fini avec la brutalité de l'Assemblée nationale. Donc, pour la être manière précis pour dont les gens macronistes qui ont nous gouverné. regardent et nous écoutent sur Europe 1, est-ce que ce matin, vous estimez que le programme du nouveau Front populaire doit être amendé pour obtenir une majorité, peut-être texte par texte? Le programme du C'est ce que je comprends en vous écoutant. programme du nouveau Front populaire est la base de travail du gouvernement qui fera des propositions sur la base de ce programme. Ensuite, l'Assemblée nationale, le Parlement fera son travail et nous le respecterons. Donc c'est le programme du nouveau Front populaire, uniquement le programme du nouveau Front populaire qui pourra ensuite être amendé au Parlement. Exactement. C'est la démocratie. Oui. C'est la démocratie. L'exécutif
propose, et ensuite l'Assemblée nationale. Et vous n'avez pas peur d'une motion de censure ? Mais je vais vous donner des exemples concrets. Sur l'abrogation des réformes des retraites, je pense qu'on peut avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Sur la taxation des dividendes, par exemple, et des superprofits, je pense qu'on peut avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Ça avait même été proposé par le MoDem. Donc oui, c'est possible de construire des majorités texte par texte. Encore faut-il que le roi, là, depuis son palace doré à l'Élysée, Emmanuel Macron, tienne compte des élections, parce que c'est quand même lui-même qui a provoqué ces élections sur un coup de billard à 50 bandes en pensant fracturer la gauche, manque de peau, on a réussi à la faire tenir ensemble. Et 50 jours après, il refuse toujours de nommer, parce que soi-disant, il y a eu les Il va les recevoir Jeux Olympiques, justement plusieurs les personnalités de poids dans notre pays ce matin, dont Bernard Cazeneuve. Vous l'avez évoqué, ce nom circule depuis plusieurs jours. Est-ce que vous nous dites ce matin, j'ai l'impression que c'est la position de la France Insoumise, que tout gouvernement Cazeneuve sera censuré, et si oui, pourquoi ? Au témoin d'un doute, il a gagné les élections, Bernard Cazeneuve ? Non, je ne crois pas. Mais il ne s'est pas présenté. Mais estimez-vous ce matin avoir gagné également ces élections ? En l'occurrence, Bernard Cazeneuve... Lucie Castet, je ne crois pas, a gagné les élections. Si, avec le Nouveau Front Populaire, c'est la candidate du Nouveau Front Populaire. C'est la candidate désignée par le Nouveau Front Populaire. Oui, par les 4 partis politiques qui ont remporté les élections. Vous savez, Bernard Cazeneuve, il a un parti politique qui s'appelle la Convention. Et vous savez combien de députés il a à l'Assemblée nationale ? 1. Alors, je veux bien que notre majorité, nous, du Nouveau Front Populaire, soit un peu étriqués, mais faire une majorité à partir d'un député, vous m'excuserez, on voit que Emmanuel Macron utilise tous les prétextes possibles pour refuser que le Nouveau Front Populaire gouverne. Alors d'abord, il y a une question de timing, les Jeux Olympiques. Je pense qu'on va attendre aussi la Toussaint, Noël et la Saint-Glinglin pour nommer un Premier ministre. Et ensuite, il nous a dit que le problème, c'était des ministres de la France Insoumise. Nous avons dit très clairement, dans ce cas-là, est-ce que vous allez censurer un gouvernement du Nouveau Front Populaire sans ministre de la France Insoumise ? Et la réponse a été très claire, les masques sont tombés. Leur problème, c'était le programme du Nouveau Front Populaire. Et je vais plus loin, leur problème, à la fin des fins, c'est la démocratie. Et on voit bien qu'Emmanuel Macron fait tout ce qu'il peut pour contourner la démocratie. On a compris, Bernard Cazeneuve, motion de censure à l'Assemblée nationale. Mais si le président de la République décide de nommer un autre Premier ministre issu de la gauche, qui ne serait pas Lucie Castet, on a compris qu'il avait écarté cette possibilité, est-ce que vous maintiendrez votre appel à la mobilisation ce 7 septembre ? Oui. Je vais vous dire, peu importe le nom du Premier ministre. Pour une chose très claire, mettez-vous à la place d'Emmanuel Macron, je sais que c'est pas facile en ce matin de rentrée, mais si Emmanuel Macron refuse de nommer Lucie Castet à Matignon, au-delà du coup de force démocratique, c'est bien parce qu'il refuse ce qu'incarne, ce que représente Lucie Castet, c'est-à-dire le programme du Nouveau Front Populaire. Donc s'il nomme quelqu'un d'autre, c'est bien pour que cette personne ne défende pas ce programme, ne l'applique pas. Et il l'a dit lui-même qu'il voulait pas qu'on défasse sa réforme des retraites, qu'on défasse sa réforme de l'assurance chômage qui crée tant de malheurs dans notre pays. Donc, je veux dire, c'est à peine voilé de la part du président de la République. Et nous, on est des démocrates, on a fait campagne sur un programme, c'est ça qu'on doit défendre. Et pour revenir à Bernard Cazeneuve, c'est celui qui a quitté le Parti socialiste au moment où était créée la NUPES. Et d'ailleurs, c'était pas l'objet de ma question. C'est s'il y a un autre Premier ministre issu de la gauche. L'exemple de ce type de profils qui ont construit leur trajectoire politique contre l'unité de la gauche que l'on a construite avec la NUPES, puis ensuite avec le Nouveau Front Populaire. Donc, si on défend, c'est pas Lucie Castet, bêtes et ongles, parce que c'est elle, c'est parce qu'elle incarne ce que nous avons voulu construire politiquement. Certains de vos détracteurs estiment que c'est une forme de putsch parlementaire d'appeler à la rue, ça, une mobilisation importante pour tenter d'influer la décision du président de la République. On va s'arrêter sur ce mot-là. Qui est en train de procéder à un putsch à l'heure actuelle ? Qui est en train de nier le résultat des urnes comme une forme de trumpisation de la vie politique, qui est en train de s'asseoir sur Emmanuel le vote Macron est une forme de Donald Français. Trump à la française, c'est ce que vous dites ce matin ? Je pense qu'on assiste à une trumpisation de la vie politique française. Quand on a Donald Trump qui, à l'époque, avait demandé de recompter les voix parce qu'il n'en avait pas confiance, là, j'ai un peu le sentiment que le président de la République force un recompte des voix parce que le résultat des urnes qu'il a lui-même provoqué ne lui plaît pas. Et donc, oui, dans une démocratie, nous utilisons tous les outils démocratiques à notre disposition pour qu'elles soient respectées. Ça passe par une grande mobilisation ce samedi 7 septembre, partout en France, qui j'espère sera la plus large possible, pour que les Françaises et les Français, à la fois celles et ceux qui ont voté pour le Nouveau Front Populaire, mais celles et ceux aussi qui sont attachés à la démocratie, disent au président de la République
qu'il ne peut pas décider seul en son royaume pour l'avenir de millions de Français qui se sont exprimés d'abord dans les urnes. Et puis, nous allons utiliser aussi l'outil constitutionnel de la destitution, puisque le président de la République manque à ses devoirs élémentaires et essentiels, en l'occurrence le respect des urnes, et nous avons initié également cette procédure. Et ces deux droits sont tous deux protégés par la Constitution. Nous avons appris ce week-end que Camilla, cette jeune fillette de 7 ans percutée jeudi dans les Alpes-Maritimes, est morte des suites de ses blessures. On a bien évidemment une pensée ce matin pour ses proches. L'un de vos collègues, Antoine Léaumont, a adressé ce week-end un message à la famille sur les réseaux sociaux. Il parle de motard. Est-ce que cet homme qui doublait une file de voitures, je le précise en empruntant la voie opposée, le tout sur une roue, est un motard, Manon Aubry? Écoutez, d'abord, je voudrais avoir une pensée pour la petite Camilla, sa famille. Le drame est horrible. Elle avait 7 ans et toute la vie devant elle, et ses proches, mais aussi tout le village de Vallauris. Il se trouve que j'ai grandi pas très loin de là-bas, et je pense affectée aujourd'hui par ce drame. Maintenant, c'est à la justice de faire son travail, à la justice de condamner. Vous ne répondez pas à la question. Est-ce que vous utiliseriez ce terme, excusez-moi, de motard? Franchement, j'ai même pas envie d'avoir un débat sur les termes à utiliser, la polémique. Enfin, là, ce matin, c'est juste l'émotion qui domine. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit tous être derrière et en soutien à la famille, et laisser la justice faire son travail au lieu d'essayer de chercher une polémique sur la virgule, le mot, le machin. Est-ce que j'ai utilisé le bon mot? Non, là, attendez, là, on a une famille qui pleure la mort d'une petite fille de 7 ans. C'est tout ce qui compte ce matin. Et que la justice puisse faire son travail le plus rapidement et le plus sereinement possible. Est-ce que vous estimez ce matin sur CNews Europe 1 qu'il y a une réponse néanmoins politique à apporter face à ce drame? Carl Olive estime qu'il faut par exemple appliquer, je le cite, la présomption de culpabilité et mettre en place un délit de criminalité. Est-ce que vous partagez cette proposition? La remise en cause de la présomption d'innocence est une attaque fondamentale à ce qui constitue aujourd'hui un des principes de la justice et l'état de droit. Et je voudrais poser la question aujourd'hui à Gabriel Attal, qui est le chef de groupe, le président de groupe macroniste dans lequel siège Carl Olive. Est-ce qu'il soutient aujourd'hui la remise en cause de l'état de droit dans notre pays? Et cette question, je l'adresse assez solennellement ce matin à votre antenne. J'espère qu'il pourra répondre le plus rapidement possible, parce que l'émotion légitime, forte ce matin, ne doit pas conduire à la remise en cause de nos principes fondamentaux, qui sont les principes qui ont régi la justice depuis maintenant des dizaines, voire des centaines d'années dans notre pays, et donc qui doivent permettre à la justice de travailler sereinement. Il y aura, je le souhaite, une condamnation la plus rapide possible, mais je laisse la justice faire son travail, et je ne profite pas de ce drame pour remettre en question nos principes fondamentaux. 12 millions d'élèves retrouvent les bancs de l'école ce matin. S'ils nous écoutent ou nous regardent, on les salue. Est-ce que vous craignez que l'instabilité politique, on en a longuement parlé depuis le début de cet entretien, ait des conséquences néfastes pour ces derniers? Évidemment, je pense ce matin aux 12 millions d'élèves, à leurs familles qui doivent avoir un peu d'appréhension parce que c'est la rentrée. On avait tous la boule au ventre quand on était petits au moment de la rentrée. On s'en souvient tous dans quelle classe on va être. Mais j'ai envie de dire, cette année, il y a une double appréhension aussi pour la communauté éducative. Je voudrais penser à tous les enseignants qui font un travail formidable d'éduquer nos enfants, préparer l'avenir, et qui font cette rentrée dans un flou total. Est-ce que le choc des savoirs va s'appliquer ou pas? Il manque plus de 3000 postes d'enseignants. Dans la plupart des écoles et des collèges de France, vous avez au moins une classe qui sera sans professeur. Vous avez les élèves en situation de handicap qui n'ont pas suffisamment d'AESH, donc d'assistants pour les élèves en situation de handicap. Voilà la rentrée dans laquelle on est. Et puis vous avez Nicole Belloubet, la ministre démissionnaire de l'Éducation, qui vient faire des annonces comme si elle était encore légitime, en disant qu'il va falloir serrer la ceinture. J'avais noté son expression, ce qui est quand même assez incroyable pour une ministre démissionnaire. Il faudra faire cette rentrée avec une particulière rigueur budgétaire. Pardon, vous ne pensez pas que l'éducation nationale a déjà souffert d'une particulière rigueur budgétaire? On a déjà les enseignants parmi les moins bien payés d'Europe. Vous voyez, cette rentrée exige de la sérénité, exige du soutien à nos enseignants, mais aussi à nos élèves, et exige surtout une réforme en profondeur de l'éducation pour qu'elle soit gratuite. Voilà ce qu'on aurait fait. Vous allez vous battre contre cette réforme du choc des savoirs que oui, vous évoquiez? Oui, on s'est battu depuis le début. C'est un tri social des élèves.
Et l'éducation, elle a un principe universel. Vous, moi, nous tous, on doit avoir droit non seulement au même enseignement et à l'enseignement gratuit. Je vous le dis parce que là, les familles ont fait les courses, les cahiers à petits carreaux, à gros carreaux, l'effaceur, le stylo, etc. Tout ça, ça a un coût. C'est plus de 200 € quand vous êtes en primaire, plus de 300 € quand vous êtes au collège. Ce coût, il est assumé par des familles qui ont déjà beaucoup à payer le reste de l'année. Et l'école gratuite, vous voyez, on l'avait inscrit en lettres d'or dans notre programme. C'est pour ça qu'il aurait été urgent de nommer un gouvernement du nouveau Front populaire dès le début juillet, pour préparer sereinement la rentrée. Mais on n'y renoncera pas. Dès le moment où le président de la République reviendra à la réalité, et s'il faut, on le poussera avec motion de censure, destitution, mobilisation samedi dans les urnes, pour lui rappeler que voilà, le nouveau Front populaire a à cœur une éducation gratuite et pour tous. Dernière question, aujourd'hui aura lieu l'hommage au gendarme Éric Comines. Est-ce que vous estimez, compte tenu du profil du chauffard, que cette personne multirécidiviste, émigrée, a fait sa place en France? Je le précise tout simplement parce que la loi immigration permet à présent d'expulser ce type de personnes qui ont pu commettre des délits dans le passé. Et est-ce que aujourd'hui, le nouveau Front populaire souhaite revenir toujours sur cette loi qui permet donc ces expulsions? Écoutez, là aussi, je voudrais avoir une pensée pour la famille de ce gendarme qui a été tué dans des conditions absolument atroces. Et je comprends l'émotion, la colère aussi de ses proches. L'émotion est, ceci dit, assez mauvaise conseillère en termes de réforme. Donc d'abord, il faut que la justice puisse faire son travail. Quant à la loi immigration, je crois que c'est la fin de cette interview, on n'a pas forcément le temps de revenir dans les détails. Mais là aussi, c'est une remise en cause de nos droits les plus fondamentaux et qui, aujourd'hui, doivent nous interpeller et nous faire réfléchir sur l'application de cette loi. Et je vois qu'on n'a pas le temps d'aller au bout. Malheureusement. Mais on aura le temps d'en rediscuter, y compris à l'aune de ce drame. Mais moi, je souhaite